après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec InSit. C'est le temps de la ruralité que nous vivons. Une ruralité non pas fermée sur le monde, mais une ruralité ouverte sur le monde, une ruralité généreuse, solidaire, dynamique, innovante. En tous les cas, moi, je suis ravi de vous accueillir pour ce 23e café de campagne. Un café de campagne important que je fais, que j'anime tous les cas que j'ouvre, c'est Marie qui va animer, mais que j'ouvre du petit village de Vinzieux en Ardèche, où nous sommes accueillis par le plus jeune maire de France, qui se trouve être aussi administrateur d'InSit et avec lequel nous allons passer une journée et demie au contact des acteurs de ce territoire. Et donc, je suis dans le logement des jeunes en service civique d'InSit à Vinzieux. Voilà, donc je suis très heureux d'ouvrir ce 23e café de campagne d'ici. Café de campagne qui se décline, comme tous nos cafés de campagne, en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. C'est un partenaire important d'InSit, donc il est important également de le citer. Un café de campagne, 23e café de campagne, sur une thématique importante, je le disais, migration et développement territorial. On a souvent sur la question des migrations, mais nos intervenants, Pierre, Marie, Stéphane et Léa vont forcément nous en parler. Je les remercie très chaleureusement d'être là avec nous. C'est souvent, comme sur bon nombre de sujets dans notre société, c'est d'abord le réflexe de la peur et de la défiance. À InSit, on pense que ce sont des réflexes qui ne sont pas bons et qui ne sont pas vecteurs des valeurs qui sont les nôtres, que je citais tout à l'heure, de solidarité, d'entraide, d'ouverture, de co-construction, de transversalité. Et que notre société et nos sociétés ont toujours été confrontées aux questions des migrations et que notre société aujourd'hui est confrontée aux questions de migration et va l'être de plus en plus. Pas besoin de faire un état des à la fois crises multiples que nous traversons, qu'elles soient sociales, environnementales, aujourd'hui militaires avec le conflit qui revient dans les frontières européennes. Donc, c'est une problématique qu'il faut prendre en considération et nous pensons, nous, à InSit, en tous les cas, qu'il faut la prendre avec humanité, responsabilité, co-construction. Voilà, ce qui souvent dans notre société manque un peu, société de la défiance et de la peur, souvent dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas notre cas, ce n'est pas ce que nous défendons, y compris dans l'ultra-ruralité, c'est-à-dire les qui font moins de 1500 habitants. Voilà. Donc, c'est une thématique importante que je suis très, très heureux d'ouvrir. Je veux remercier Marélie qui en a eu l'idée il y a quelques semaines pour qu'on fasse ensemble ce café de campagne. Marélie, sans plus tarder, je te passe le micro, qui n'en est pas un, mais en tous les cas, tu as la parole. Je te remercie Thibaut. Bonjour à tous et à toutes. Et un grand merci d'être présent. Juste un petit rappel au niveau des micros, si vous pouvez bien faire attention les uns les unes et les autres à fermer vos micros, ça facilitera la compréhension pour tout le monde. Donc, merci à tous d'être présents. Merci aussi aux intervenants et aux intervenantes d'avoir répondu à l'invitation. Donc, on accueille aujourd'hui Pierre Pistre, Marie Rouillard, Stéphane Lelièvre et Léa et non Baron. On reviendra individuellement au moment des interviews sur les qualités de chacun. Pierre, on va commencer avec toi. Tu es maître de conférence à l'Université Paris 7 et chercheur à Géographie-Cité. Voilà, donc l'idée, c'est de commencer sur un petit peu une vision générale, une compréhension de cette notion de migration et voir comment elle s'inscrit dans nos campagnes. Et donc, on va commencer avec une question un petit peu générale sur quels sont les phénomènes de changement démographique sur les territoires ruraux. Et peut-être, c'est marrant, tout à l'heure, Thibaut mentionnait la notion de crise. Est-ce que tu peux un petit peu revenir aussi sur ça, s'il te plaît? Allez, c'est parti. Merci beaucoup de l'invitation déjà. Et puis, je m'excuserai de devoir partir à 13h45 pour aller faire course, qui est une de mes missions principales ici à l'université. Mais pour ce qui est de la question générale, je trouve que c'est intéressant de commencer en fait par dire que cette notion de migration qu'on va plutôt utiliser aujourd'hui de manière
relativement ciblée en parlant essentiellement de migration internationale, de gens qui viennent de l'étranger. En fait, elle veut dire beaucoup plus que ça. Au départ, la notion de migration, c'est simplement l'idée que les personnes se déplacent pour aller vivre dans un endroit à un autre. Et ce que j'aime bien rappeler en général, c'est que l'évolution même de la population dans les espaces ruraux en France, notamment depuis le 19e siècle, est très fortement liée à des phénomènes de migration, avant tout de personnes qui se déplacent au sein du territoire français. Je pense que tout le monde a à peu près en tête l'idée que le territoire français a été bouleversé depuis le 19e siècle par ce qu'on a appelé communément l'exode rural. Bon, l'exode rural, c'est des départs, c'est des départs migratoires de ces espaces ruraux vers des espaces plutôt urbains, pas uniquement, mais surtout des espaces urbains. Et on a observé en fait ensuite, au cours du XXe siècle, des formes de retournement où la migration, c'est-à-dire au sens de déplacement de population, est aussi le moteur principal et clairement, même si on ne l'a pas toujours en tête, quand on parle des espaces ruraux, on pense souvent vieillissement, on pense souvent moins de jeunes, moins de naissances, mais en fait, démographiquement, le phénomène qui est le plus marquant dans l'évolution des populations, c'est les migrations qui entrent ou qui sortent, et plutôt des migrations qui entrent aujourd'hui dans ces espaces. Donc ça, c'est un premier point, je pense, qui est important. Et le deuxième, c'est vrai que c'est intéressant de faire le lien avec la notion de crise, parce qu'en fait, il y a des phénomènes qu'on appellera plutôt structurels, l'idée qu'il y a eu des phénomènes d'exode rural sur du temps long, peut-être d'inverse aujourd'hui sur un temps aussi relativement long. Et puis, il y a des phénomènes qui peuvent bouleverser ces phénomènes démographiques qu'on peut appeler crise. Et je pense que tout le monde a en tête les discours qui ont été largement faits depuis le confinement sur la notion d'exode urbain, c'est-à-dire plutôt l'inverse, comment la crise Covid serait un moteur peut-être à un moment donné précis de forme d'inversion de tendance ou d'accroissement de l'inversion de tendance. C'est un peu plus compliqué que ça. Bon, ce ne sera pas forcément aujourd'hui qu'on discutera très profondément la notion d'exode urbain. Il faut garder un minimum de précautions. Ce n'est pas très avéré aujourd'hui, clairement, de moins en moins avec les études scientifiques qu'on arrive à faire. Mais par contre, ça montre bien, au même titre que le phénomène migratoire dont on va parler par la suite. On parle souvent de crise migratoire. On en a beaucoup parlé dans les années 2010, autour de 2015 notamment, la crise migratoire. Donc, il y a des analogies à faire comme ça sur l'idée que la population, elle change sur des gros phénomènes, notamment de migration, et aussi sur des phénomènes de crise qui peuvent avoir des influences. Merci. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les personnes qui sont impliquées aujourd'hui dans les migrations vers les campagnes aujourd'hui? Alors, le deuxième point qui est intéressant à noter quand on a fait ce cadrage sur migration, c'est effectivement qui est concerné en termes d'espace, mais surtout en termes de personnes, qui sont les personnes qui viennent s'installer aujourd'hui dans des espaces ruraux. Et avant même de parler simplement de profils de migrants internationaux, il faut bien avoir en tête qu'on a observé depuis au moins les années 90-2000 ce qu'on peut appeler une forme de diversité, de diversification des profils en fait, des personnes qui viennent s'installer dans les espaces ruraux. Et c'est parce qu'il y a une grande variété de personnes, d'actifs par exemple et de retraités, de personnes qui ont des niveaux sociaux aussi relativement variés, d'origines géographiques différentes, qu'on peut observer des formes de renaissance. Parfois, on parle de renaissance, de reprise démographique dans les espaces ruraux en France. Et pour moi, la dimension migration internationale, elle se place là-dedans. C'est-à-dire que parmi la diversification des profils des personnes qui sont venues s'installer dans les espaces ruraux, une partie, et une petite partie, clairement, ce sont des personnes de nationalité étrangère. Mais on reste sur des effectifs qui sont pour le coup faibles, même si on va voir après qu'il y a une forme de diversité aussi parmi ces profils. Quelques chiffres très rapides, on peut dire aujourd'hui qu'en France, il y a environ 3% de la population des espaces ruraux français qui sont de nationalité étrangère. Donc, c'est que 3%, mais c'est quand même 3%. Et c'est aussi à replacer dans un temps un peu plus long parce qu'en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, en termes de volume de population ou en termes de pourcentage, c'est très similaire à ce qu'on a observé, par exemple, en France, dans les campagnes, dans les années 70. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas sur une forme de recrudescence énorme de population étrangère aujourd'hui dans les campagnes. C'est comparable à des périodes précédentes, même si depuis 10-20 ans, on a plutôt une croissance des effectifs et du pourcentage qui reste malgré tout assez faible par rapport à cet ensemble de processus. Ok. Et est-ce que du coup, parce que là, on est en train de zoomer au fur et à mesure donc, de cette notion de migration vers la notion de migration internationale et donc des profils des personnes migrantes qui ont du coup traversé une frontière, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des profils et des figures principales Alors là aussi, oui, bien sûr. Et là aussi, quand on parle de migrants au sens international aujourd'hui, bien sûr, là, c'est ces personnes dont on va parler principalement aujourd'hui. On a forcément en tête plutôt un profil de type réfugié exilé, donc avec des centres d'accueil notamment. La problématique ou la question des migrations internationales plutôt dans les espaces ruraux, elle se pose à de multiples facettes et on peut distinguer effectivement 3 grandes figures principales.
La figure principale en termes de volume de personnes, c'est plutôt des personnes qui viennent de pays relativement comparables à la France, que sont les pays de l'Europe du Nord. On va commencer par des personnes britanniques. En effectif, c'est clairement les personnes qui sont les plus nombreuses depuis les années 80-90. Donc ça, c'est un premier ensemble. Là aussi, une très grande diversité parmi eux, notamment retraités, mais pas que, notamment de profils sociaux aussi très différents. Il y a un deuxième profil dont on parlera peut-être un petit peu, mais qui est un peu à côté aussi, c'est tout ce qui relève des personnes qui sont impliquées dans l'agriculture. Alors, éventuellement en exploitation agricole, des personnes de nationalité étrangère qui reprennent ou créent des exploitations agricoles, mais il y a quand même un ensemble qui est plutôt les travailleurs saisonniers agricoles. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est clairement, il y a beaucoup de main-d'œuvre, en tout cas une partie de la main-d'œuvre agricole saisonnière et de nationalité étrangère. Ce qu'on observe aussi, c'est des formes d'inscription plus longues dans les territoires parmi ces personnes saisonnières dans certaines formes d'agriculture. Et puis donc une troisième catégorie qui est aussi très très différente, très variée, je veux dire, qui est donc plutôt un profil réfugié exilé auquel on pense plus quand on parle de la notion de migrants, migration internationale. Peut-être une dernière idée, parce qu'elle est assez mal connue, et au-delà de ces trois grandes figures, il y a une idée qui est intéressante qu'on observe scientifiquement depuis quelques années, c'est que là, je vous ai cité en fait trois profils qui rassemblent peut-être chacun 4-5 profils de nationalité majoritaire, en fait, hein, donc peut-être une vingtaine de nationalités en tout. Mais ce qu'on observe aussi dans les espaces ruraux, au même titre précédemment que dans les espaces urbains, c'est quand si on raisonne sur les nationalités qui sont présentes en France, on a une très forte diversification des nationalités dans les territoires français, donc selon vos territoires de résidence ou de travail, mais on a observé, et c'est quasiment partout le cas sur le territoire français, qu'on a de plus en plus de nationalités présentes, 30, 40, 50 nationalités, 60 nationalités dans certains territoires ruraux, qui ne renvoient pas à des effectifs importants, qui renvoient à des figures de nationalité, un médecin étranger qui vient travailler dans telle ou telle campagne. Et finalement, pour nous, scientifiquement, c'est le signe en fait que ces espaces ruraux, et j'en reviens à l'introduction qui a été faite par Thibaut tout à l'heure, en fait, ces espaces ruraux, ils ne sont pas déconnectés de phénomènes inscrits dans le mondial, et donc sur des formes très variées de personnes au regard de leurs origines géographiques. Merci beaucoup, Pierre. J'en profite pour présenter rapidement une BD qui s'appelle Village Global et qui a été écrite par une équipe notamment de chercheurs dont Pierre fait partie, Camille Gris, David Le Sceau, et qui permet pour celles et ceux qui aiment bien ce type de format voilà, d'avoir une compréhension aussi de la notion d'immigration internationale avec une vision chercheur et dessinateur. Et je vous enverrai dans le chat en suivant un lien qui permet qui donne accès à 4 mini-BD qui viennent d'être rédigées aussi là avec un double regard dessinateur-chercheur sur les migrations. Bon, merci Pierre pour ce propos introductif et qui permet bien de resituer la thématique à la fois dans le temps, dans l'espace et puis dans ses réalités. Donc là, on va poursuivre le café de campagne avec ce focus peut-être plus important sur l'un des profils que tu as cité, qui est celui des personnes exilées, mais en ayant bien en tête que la migration, c'est beaucoup plus large que les publics exilés, mais avec malgré tout des enjeux aussi spécifiques sur l'installation, l'intégration et le développement territorial qui peuvent amener. Donc Marie Rouillard est chef de service chez Forum Réfugiés sur 3 départements ruraux, l'Ariège, le Lot et le Tarn-et-Garonne. Et par ailleurs cofondatrice de l'association Terreaux Locaux, qu'elle présentera plus avant. Marie, peut-être que tu peux nous expliquer les différentes actions sur lesquelles tu travailles avant qu'on rentre un petit peu concrètement sur les profils, les publics. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis sur la partie Forum Réfugiés en tant que chef de service. Je travaille sur 2 programmes de manière concomitante. Donc un premier qui s'appelle Accélère et donc qui est un programme d'intégration à destination des réfugiés. Donc là, on parle vraiment de personnes exilées de force, mais qui ont vocation à se maintenir de manière pérenne sur le territoire français. Et donc là, on va proposer un accompagnement global qui va être sur l'insertion professionnelle, l'accès et le maintien dans un logement et tout ce qui est démarche administrative et soutien aux personnes sur leur quotidien. Donc ça, c'est une des premières missions. Et donc, effectivement, on est sur un accompagnement de 24 mois maximum et avec des réactions
ruralité, on va dire, qui peuvent être différentes selon les départements, qui sont effectivement des départements ruraux, voire semi-ruraux, selon les lieux. Et ensuite, le deuxième programme sur lequel je travaille est qu'on va appeler Urgence Ukraine 82, donc qui se déroule dans le Tarn-et-Garonne. Et donc là, la mission, on est aussi sur de l'accompagnement global, donc de déplacés ukrainiens, mais pour lesquels, en fait, il y a eu un accompagnement particulier, puisque en lien avec ce contexte d'urgence notamment et d'appel à solidarité des citoyens, beaucoup de personnes ukrainiennes ont été hébergées en cohabitation ou en hébergement autonome chez des particuliers ou sur des communes qui ont mis à disposition un logement. Donc là, il y a tout ce travail de co-accompagnement qui se déroule sur l'ensemble du territoire et donc dans des communes parfois extrêmement isolées. Et le dernier volet qu'a évoqué Marélie est la cofondation de terreaux locaux, donc avec Adeline Rony et Lucie Brunet, sur la création d'un lieu d'accueil et de travail. C'est-à-dire que là, il y avait un objectif, une volonté de s'installer en territoire rural avec un double objectif, c'est-à-dire proposer une solution intégrée pour les réfugiés via une proposition de travail sur un chantier d'insertion, une proposition de logement et tout ce qui est création de liens sociaux pour les personnes. Et dans un second temps, et en parallèle, la dynamisation d'un territoire rural. Et donc là, ce sont toutes les activités en lien avec le chantier qui vont permettre cette dynamisation. Je ne sais pas si je rentre dans le détail maintenant ou si on y reviendra plus tard. Oui, je pense que tu peux. Enfin, le thème du café de campagne, c'est aussi cette notion de migration et de développement territorial. Je pense que c'est intéressant à travers l'action de terreaux locaux de pouvoir introduire ça. Et je réalise, pardon, que j'ai oublié d'ouvrir les questions après l'intervention de Pierre. Donc, on pourra faire un combo de questions pour Pierre et Marie à l'issue de l'intervention de Marie. Ça marche. Donc du coup sur le volet dynamisation du territoire, c'est un projet qui a été porté déjà énormément par la mairie de Notre-Dame-de-Lauziers, ce qui était vraiment un élément fondateur qui a permis le développement du projet. Et donc ce lieu se voulait ouvert, donc via l'animation du lieu avec tout un tissu bénévole qui travaille en lien avec le chantier d'insertion et les personnes qui y travaillent. Mais ce ne sont pas uniquement des réfugiés, il y a une volonté de mixité aussi avec des personnes au niveau local qui peuvent intégrer ce chantier d'insertion. Et également, donc ça c'est sur le volet tissu de bénévolat et des personnes, mais toute une création de manifestations, d'animations autour du projet de territoire qui permet de créer des spectacles, de travailler en lien avec la commune, avec les personnes du territoire et pas que de la commune, sur un territoire un petit peu plus élargi. Et il y a eu également, puisque ce que je n'ai pas précisé, c'est que le chantier d'insertion est en maraîchage et en boulangerie, et ce qui a permis la création d'un marché au niveau local. Donc, pas uniquement sur les produits faits par terreaux locaux, mais également des producteurs locaux qui ont pu se joindre à cette dynamique de marché. Donc, évidemment, ça crée une dynamique sur le territoire qui est relativement importante. Et terreaux locaux, du coup, peut également proposer des services puisque il y a des paniers, donc des paniers de légumes et de boulangerie qui sont proposés et qui permettent d'alimenter le territoire avec une alimentation saine, biologique, du coup, qui n'existait pas forcément à ce niveau-là. Donc voilà, vraiment sur la partie dynamisation du territoire. Mais ce qui est important de souligner aussi pour moi, c'est toute la création de liens sociaux qui est quelque chose qui est extrêmement important, que ce soit du niveau, on va dire, du territoire, mais aussi pour les personnes qui sont dans un chantier d'insertion, puisque la notion d'isolement pour une personne exilée est relativement importante. Et on le réabordera un peu plus tard, mais ça me paraît une composante centrale, notamment dans le maintien et l'installation sur les communes dites rurales.
Merci. Tu fais la transition en fait presque toute seule sur la question qui suit, qui est pour toi, quels sont les leviers qui vont permettre l'installation à plus long terme des personnes sur un territoire, puisque il y a des temps sur la demande d'asile où les personnes peuvent être contraintes d'être présentes ou sur des chantiers d'insertion, et à un moment, qu'est-ce qui va permettre de favoriser cette installation? Donc, sur ce public spécifique qui a des besoins également spécifiques, donc sur ce maintien et cette installation, je dirais qu'il y a des freins à lever, souvent au préalable, pour que cette installation se pérennise. Donc, dans les freins notamment, qui vont pouvoir être levés ou non et qui parfois ne vont pas permettre une installation en milieu rural pour un certain nombre de personnes, je dirais qu'en termes de freins à lever, il y a toute la question sur l'accès à la santé. Et aux soins, puisqu'on a des personnes qui peuvent être en tout cas dans des situations avec des problématiques de santé assez importantes. Et le fait qu'il y ait un problème de mobilité pour une grande partie d'entre eux, c'est-à-dire pas de conversion d'un permis de conduire ou de moyens de transport, peut être un frein pour rentrer et se maintenir sur un territoire rural. Et ensuite, sur le démarrage, on va dire, d'une personne qui obtient une protection, il y a tout un travail qui se fait autour notamment de l'apprentissage du français qui est obligatoire, et ces cours ne sont pas disponibles dans chaque ville, c'est-à-dire qu'il y a des grands pôles sur les territoires où ils peuvent bénéficier de ce cursus-là, et la question de la mobilité encore fait que parfois cela peut être contraignant, et donc une installation dans l'immédiat peut être reportée pour pouvoir suivre ces cours de français, puisque là, sur l'échelle de l'interdépartement, en tant que chef de service AXER, 90% des personnes sont allophones, donc ne maîtrisent pas la langue française. Et donc, pour cette raison-là, associée à des raisons d'insertion professionnelle, on se rend compte que parfois, voilà, sur le temps de l'hébergement en structure dite d'hébergement pour les demandeurs d'asile, ils vont se maintenir sur leur territoire. Parfois, certains se redéplacent en zone plus urbaine et peuvent revenir plus tard dans le milieu rural. Il peut y avoir des étapes et des étapes et des va-et-vient sur ce volet-là. Par contre, on va dire les choses qui vont faciliter et permettre cette installation sur le territoire, ça va se transcrire évidemment quand il y a un emploi et un logement, ça permet ce maintien. Mais pour qu'il soit pérenne, souvent c'est accompagné, ce qu'on se rend compte, c'est d'une mobilisation citoyenne, c'est-à-dire qu'il y a des collectifs de bénévoles qui sont autour de ces personnes et qui vont permettre de rompre l'isolement. Le lien social, comme je l'ai évoqué, reste quand même un critère extrêmement important sur le maintien dans les territoires ruraux. La mobilisation des communes aussi est un facteur extrêmement important qui vont porter en fait l'arrivée de ce public réfugiés, du coup, pour le coup. Ça va être porté pour plusieurs raisons. Il peut y avoir des raisons où ça donne une dimension sociale importante, où ça va redynamiser au niveau culturel, associatif, sportif le territoire. Il y a également la question de la scolarité, du maintien de classe. L'arrivée de personnes peut faciliter et maintenir des écoles ouvertes. Et puis, tout ce qui est commerce et emploi bénéficie aussi de la présence d'un public réfugié sur un territoire. Dans les points facilitants également sur le maintien sur les territoires, ça va être la présence aussi de membres de la communauté de la personne, qui est un facteur rassurant en fait au niveau rural. Et chose qu'on peut noter, c'est notamment sur l'accueil des Ukrainiens, à la différence d'autres publics qui étaient moins attendus, entre guillemets, sur les territoires. C'est vrai que cette mobilisation, que ce soit au niveau des communes, des écoles, etc., a permis à des personnes de se maintenir. Aujourd'hui, à 1 an du conflit, on voit qu'ils se maintiennent sur les territoires et ont retrouvé des habitudes de vie sans pour autant chercher à aller sur
sur des pôles un peu plus urbains. Et dernier point que je voudrais juste aborder, c'est éventuellement pour les BPI, enfin donc les bénéficiaires d'une protection internationale, la présence d'un accompagnement global dans leur démarche et facilitant aussi pour se maintenir en dehors des grandes villes et de pouvoir avoir accès à l'ensemble des services disponibles en milieu rural. Merci beaucoup, Marie, pour cet état des lieux à 360 sur le public. On a bien compris, hein, qui est un public spécifique et le public réfugié. Je propose, s'il y a des questions, que vous puissiez les poser. Donc à Pierre qui va devoir nous quitter à 45, mais aussi à Marie sur son intervention, avant de passer à l'intervention de Stéphane Lelièvre, donc, qui est le maire de Barenton et qui va venir lui apporter très concrètement son expérience d'élu et l'expérience de sa commune dans l'accueil des publics exilés. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, si vous en avez, n'hésitez pas à ouvrir le micro. Je ne peux pas voir tout le monde en même temps. Oui, moi j'ai une question, je me permets. Allez-y. Franck Rouillat, donc moi je travaille à l'Adresse, donc c'est une association pour le développement de l'entrepreneuriat social en Normandie. Et je travaille particulièrement, donc c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir le retour de M. Lelièvre de Barenton, parce que je travaille sur notamment le département de la Manche et de l'Orne, et il s'agit d'un sujet en fait dans le cadre de mes missions que j'ai pu, on va dire, creuser il y a un an, mais je sais que c'est une question qui revient aussi un peu sur la table. La question un peu de l'insertion professionnelle d'un public migrant, en fait, réfugiés et demandeurs d'asile. Et en fait, tout ce qui a été dit un peu en amont, ça me parle pas mal, en fait, dans le sens où quand moi j'ai creusé la question, voilà, il y avait tous ces freins, voilà, à l'insertion professionnelle, mobilité, apprentissage de la langue, aussi le logement. Et petit à petit, en creusant un peu cette question, il y avait aussi le frein en fait qui, en tout cas que moi j'identifiais le plus important, c'était quand même l'apprentissage de la langue, parce que ça conditionnait aussi en fait l'accès, par exemple, pour passer son permis, pour passer un diplôme, etc. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et il y avait aussi cette question de dans ce public migrant, avant en fait d'avoir ce statut de demandeur d'asile, il y avait une période, voilà, on va dire, de 6 à 18 mois, voire jusqu'à 20 à 24 mois pour certaines personnes, où il y avait un peu cet entre-deux, où cette personne migrante n'avait pas en fait encore ce statut de demandeur d'asile. Donc, la seule chose, entre guillemets, qu'il pouvait faire était, entre guillemets, du bénévolat pour, entre guillemets, un peu s'occuper, mais il n'y avait pas de droit à exercer un emploi ou autre chose. Et pour l'apprentissage du français, à part s'il y a une structure, voilà, sur le territoire, à ce stade-là, ces personnes-là ne peuvent pas avoir accès à l'apprentissage de la langue. Une fois que voilà, il y a un peu le tampon demandeur d'asile qui est validé, là justement, il signe un contrat, en fait, un contrat d'intégration. Florent, je suis désolée de t'interrompre, c'est juste qu'on est très contraint au niveau du temps. Pardon, Si tu peux en venir à ta question, ça permettra aux intervenants. Par rapport, voilà, au projet qui a été expliqué avant, quid en fait de ce public qui n'a pas encore, voilà, cette demande d'asile? Est-ce qu'il y a peut-être des éléments à apporter ou peut-être des expériences ou des projets à apporter sur ce public-là qui n'ont pas encore ce statut de demandeur d'asile? Donc la question, c'est pour les personnes qui sont en demande d'asile sur le avant la demande d'asile, justement. Avant la demande d'asile. De 6 à 24 mois, en gros. Quand ils n'ont pas encore imprimé le tampon, ils ne peuvent pas encore travailler. Est-ce qu'il y a des… Alors, avant qu'ils obtiennent le statut de réfugié, donc pendant qu'ils sont en demande d'asile et avant qu'ils obtiennent le statut de réfugié, comment ils peuvent travailler? Ok, très bien. Je pense que c'est plutôt une question pour Marie, mais ouais, voilà. Marie, je te laisse répondre. Du coup, sur l'emploi, effectivement, des demandeurs d'asile, hein, ça reste contraint. Il y a des conditions qui sont assez strictes et qui demandent autorisation.
Voilà, il faut que dans les 9 mois de leur demande d'asile, aucune réponse ne leur ait été apportée pour pouvoir demander une autorisation de travail qui se délivre dans des conditions très particulières. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut que personne d'autre sur le territoire qui aurait une autorisation de travail puisse y accéder. Donc, on est sur des métiers en tension souvent. Donc, c'est possible, mais sous condition. Après, sur toutes les autres et questions que vous avez pu apporter, de manière très brève, en fait, pour les personnes qui seraient hébergées en centre d'hébergement, généralement, c'est aussi un tissu de bénévoles qui va venir apporter des cours de français, du lien social, des activités pour les personnes en demande d'asile. Voilà, du coup, je ne sais pas s'il y a lieu que je développe plus que ça, mais effectivement, de toute manière, les droits restent contraints pendant la demande d'asile dans l'attente de la décision de leur statut en fait, de réfugié. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une question de Juan Juradou. Bonjour, merci beaucoup pour ce temps d'échange. Moi, je viens de l'asso Ukraine, spécifiquement de la Union des associations Ukraine, et on est à Bordeaux. Et bon, on est en train de travailler sur le développement de plaidoyer en faveur de l'éducation-migration. Et du coup, on a pas mal de questions par rapport à la migration dans les milieux ruraux. Et moi, j'ai une question générale pour tous les deux, pour Pierre et Marie. Du coup, est-ce que vous savez décider, est-ce que vous avez des conseils par rapport à l'intégration de l'éducation-migration dans les écoles, lycées, collèges, dans les milieux ruraux, par rapport à vos connaissances, vos expériences sur le terrain? Et voilà, c'est ça. Merci. Merci Juan. Pierre, du coup, est-ce que tu veux te lancer? Alors, si j'ai bien compris la question, c'est notamment dans l'intégration éducative, c'est ça? D'accord. Moi, je vais faire écho plutôt à des études de terrain qui ont été menées par d'autres collègues dans le projet Camigric dont parlait Marie tout à l'heure, notamment donc, dans le Loudunais, en Ariège, en Dordogne. En fait, je ne sais pas le sujet sur lequel on a le plus travaillé, mais bon, voilà, si on veut cadrer un peu les choses d'un point de vue développement territorial, il y a quand même un idée implicite qui est que, et ça a été beaucoup repris par les médias, que ces migrations internationales, elles peuvent aussi participer à une redynamisation des territoires et de maintien de services, notamment d'écoles, il ne faut pas se cacher. Donc, c'est un argument qui est souvent mis en avant par les acteurs, comme Natou, pour le coup, même si, clairement, c'est aussi des publics qui, en école, il y a la barrière de la langue qui peut aussi avoir des freins. En tout cas, il y a des adaptations à avoir dans la manière d'intégrer des élèves en bas âge quand on parle d'enfants, là, ici, donc assez jeunes. Voilà. Je n'ai juste cet exemple-là parce que ce n'est pas le sujet que je connais le mieux, mais entre le positif et puis les attentions à avoir sur la capacité à vraiment intégrer ces élèves dans des structures scolaires qui ne sont quand même pas pensées au départ dans l'école de bas âge pour notamment la problématique de la langue étrangère. Merci Pierre. Je vais peut-être passer, je vois qu'il y a une dernière question, si on peut la faire le plus bref possible pour pouvoir ensuite avoir le temps d'entendre les autres intervenants et éventuellement prendre d'autres questions. Et du coup, Marie, je me permets de ne pas te donner la parole sur cette première question. Oui, Sylvie, si vous voulez. Oui, bonjour. Deux petites questions rapides. Est-ce qu'on peut connaître, en fait, est-ce qu'on on a une estimation du nombre de personnes justement issues de cette migration internationale qui arrivent sur nos territoires? Et la deuxième question, est-ce qu'on a une idée de leur répartition géographique en France? Parce que je vois que là, il y a beaucoup de personnes du sud de la France. Donc, voilà, est-ce qu'il y a une répartition plus géographique pour ces personnes? Pierre, je te laisse répondre rapidement. rapidement. Ces questions de cadrage, ce qu'on peut dire, c'est sur... j'ai utilisé un chiffre tout à l'heure, je vais partir de là, sur le poids des personnes de nationalité étrangère aujourd'hui dans les espaces ruraux. Clairement, il est autour de 3%. Il est à peu près... il y a des inégalités, c'est vrai, dans le territoire français. La première inégalité, c'est aussi de rappeler que ce chiffre, il est
plus important en ville. Dans les grandes villes, on est plutôt à 7-8%, 6-7% plutôt. Donc, on est dans des proportions et des effectifs qui sont moindres dans les espaces ruraux, ça c'est une certitude. Un chiffre qui s'égalise, c'est ce que je disais vers la fin de mon intervention, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire qu'en ville, on trouve des variétés de migration aussi beaucoup plus importantes, c'est-à-dire une diversité de nationalités. C'est moins le cas maintenant, puisque effectivement, à la campagne aussi, on trouve des formes de diversité importantes. Pour la question qui est de la répartition géographique, je vous mettrai peut-être des liens dans le chat tout à l'heure pour vous renvoyer vers des travaux qu'on a publiés où il y a des cartes simplement qui permettent de le voir plus facilement que de l'expliquer à l'oral. Il y a clairement, sur l'aspect, sur les formes de migration dont on parle moins aujourd'hui, c'est-à-dire migration européenne, on est sur effectivement des localisations très ouest de la France par rapport à l'est, c'est clair. Sur l'aspect exilé, c'est moins clair. En fait, il y a des travaux qui ont été publiés par d'autres collègues qui sont… Pourquoi? Parce qu'en fait, la redistribution, elle se fait aussi, la dispersion, les politiques de dispersion dans les espaces ruraux se fait aussi par rapport aux équipements d'accueil, en fait, qui sont présents dans ces territoires. Et donc, il y a toute une géographie des équipements d'accueil qui montre qu'il y a des formes d'inégalité, mais voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, si je le dis très simplement. Donc, je vais me contenter peut-être de vous faire des liens dans le chat pour vous renvoyer vers des travaux qui sont accessibles. Super, merci beaucoup Pierre. Du coup, on va passer à l'intervention. Donc, on va rétablir l'équilibre sud-nord avec Stéphane Lelièvre, donc, qui est maire de Barenton en Normandie. Donc, voilà, ça permet de rétablir. Et de savoir, Stéphane, dans quel cadre et sur quel type d'action la commune de Barenton accueille des personnes migrantes. Donc, bonjour à tous, oui, donc je suis Stéphane Lelièvre, maire de Barenton, donc commune de la Manche, de 1200 habitants. Donc nous, en fin de compte, dans le précédent mandat, on avait une gendarmerie qui a fermé, et donc les précédents élus, donc moi j'ai été élu de l'opposition, on recherchait des nouveaux locataires pour cette gendarmerie. En fin de compte, il y a l'association Coalia qui s'est positionnée et qui a décidé d'accueillir des familles migrantes dans cette gendarmerie, parce qu'ils en accueillaient déjà sur la Manche, mais c'était plutôt on va dire des jeunes hommes voilà, sur des grandes villes. Et ils souhaitaient avoir un lieu où ils pouvaient accueillir des familles. Donc nous, il y avait 6 logements qui peuvent accueillir, on va dire, 5-6 personnes. Donc on a eu des familles de différentes nationalités, afghanes, Libye, congolaises. On a aussi des Colombiens, des Géorgiens. Donc vraiment beaucoup de nationalités. Et donc voilà, ça a permis de proposer des solutions à ces familles qui souhaitaient quitter leur pays en raison des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, soit des menaces ou soit la guerre. Et donc voilà, c'était plutôt bénéfique. La deuxième action, c'est l'accueil d'Ukrainiens. Donc nous, en fin de compte, on s'était positionné pour accueillir des Ukrainiens quand la guerre a commencé. Et en collaboration donc, avec l'Aglo, on avait des logements communautaires qui étaient disponibles sur notre commune. Donc, on a accueilli 4 Ukrainiens, donc un couple et 2 jeunes. Et donc, voilà, nous, on a aménagé, la commune a aménagé les locaux, on les a meublés. Et puis, on les a accompagnés voilà, au niveau de la logistique pour les accueillir au départ. Ok, merci pour cet état des lieux un petit peu des actions. Donc, on voit l'investissement de la commune sur l'accueil des Ukrainiens qui a été d'autant plus important puisque c'est vous qui avez contribué sur l'ameublement, etc. Quelles que soient les populations exilées que vous ayez eu à accueillir, pour toi, quels sont les facteurs de développement territorial pour la commune? Comment tu trouves que ça a pu permettre de redynamiser le territoire, enfin la commune en l'occurrence? Alors déjà, au niveau de l'image, on va dire, pour commencer, voilà, moi, dans les précédents élus, certains étaient réticents. Voilà, forcément, nous, on est une commune très rurale, avec très peu de migration, donc quand même beaucoup d'anglais par rapport à ce que disait Pierre tout à l'heure. On a à peu près 10% d'anglais. Mais voilà, pas du tout habitué à avoir des personnes voilées, des personnes de couleur, donc forcément des positions pas forcément très agréables, mais voilà, qui existent. Et donc, voilà, une inquiétude. Et en fin de compte, le fait de recevoir ces personnes, ça a permis à beaucoup d'habitants de se rendre compte que c'était des familles comme nous, qui quittaient uniquement leur pays pour protéger leur famille, parce qu'ils étaient dans des situations qu'ils ne pouvaient plus supporter, que ça devenait dangereux pour leurs enfants. Donc, ça a été fait voilà, par choix.
pour la commune, on ne va pas se le cacher, c'est quand même la gendarmerie, c'était un loyer de 60 000 euros. Donc voilà, l'association Coalia permet quand même de verser un loyer de 60 000 euros à la commune. Donc forcément, financièrement, c'est plutôt intéressant. Par rapport à ce qu'a dit Marie tout à l'heure, au niveau des écoles, ça a été très important parce qu'en gros, on accueille entre 10 et 15 enfants dans notre école. Et c'est clair que, au cours des dernières années, si on n'avait pas eu ces enfants, on a 4 classes, on aurait certainement fermé une classe. Donc, ça a permis de maintenir cette 4e classe. Et là, on vient de rénover l'école. Donc, voilà, ça nous a permis de passer ce palier et ça va nous permettre encore, je pense, de continuer à maintenir cette 4e classe dans les prochaines années. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau culturel. Je dirais, voilà, ça permet aux enfants à l'école de découvrir d'autres cultures. L'intégration des enfants se passe très bien. Voilà, forcément, au début, il y a le problème de la langue, mais c'est très bien perçu par les enseignantes, par les ATSEM. Et donc, voilà, les enfants apprennent à parler français très vite. Le petit souci, c'est que de temps en temps, certaines familles repartent. Et forcément, il y a un petit déchirement pour tout le monde, voilà, de revoir ses enfants partir, pour les enseignantes, pour les petits copains. Mais voilà, donc ça se passe. Voilà, c'est vraiment le côté positif au niveau culturel, même au niveau des habitants. Donc on a pas mal de personnes accueillies qui viennent nous aider sur quelques missions bénévolement. Par exemple, on fait une journée citoyenne où on nettoie le cimetière. Et donc, voilà, suite à des accompagnements qu'on a pu faire avec eux, en fin de compte, ils se proposent pour venir nous accompagner à faire cette journée. Certains se sont intégrés aussi aux associations sportives. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont pris une licence de foot. Donc là, même chose, ça a été un peu compliqué au niveau administratif, mais voilà, ça a permis de les intégrer parmi les autres enfants et d'échanger un peu sur les cultures et de se rendre compte que de quelles que soient nos origines, on est tous pareils et qu'il n'y a pas de raison d'avoir d'a priori. Donc, ça a été très positif vis-à-vis de la population et des habitants. Merci pour ce témoignage. Et du coup, on voit les aspects positifs. Et comment on revient un peu à cette question que j'ai posée à Marie tout à l'heure, celle du maintien sur le territoire. À l'issue de la procédure d'asile pour les personnes qui sont accompagnées par Coalia, est-ce qu'il y a des installations et si oui, c'est quoi les leviers que vous avez trouvés pour pouvoir faciliter l'installation sur le territoire des personnes? Alors, ce que disait tout à l'heure Florent, donc le souci qu'on a quand même, c'est l'emploi au tout départ. Donc c'est vrai que pendant la période de demande d'asile, ils n'ont pas le droit de trouver un emploi, sauf ce que disait Marie, il y a une petite période où ils peuvent trouver un emploi si tout concorde au bon moment. Donc on a quelques personnes qui ont réussi à trouver un emploi comme ça. Après nous, quand ils sont vraiment décidés à rester sur le territoire, donc on les accompagne, la commune les accompagne avec les entreprises voisines pour essayer de leur trouver des emplois locaux. Donc, on en a 2 qui se sont insérés dans des entreprises locales. Et on en a aussi 2 autres, des Colombiens, qui ont été pris à la maison de retraite. Donc, on est sur un secteur où il y a une grosse demande, comme vous pouvez l'entendre. On manque d'aides-soignants, on manque d'infirmiers. Donc, ils ont été embauchés en tant qu'aides-soignants. Et donc, ce couple a aussi pris un logement communal. Voilà, donc ils sont venus vers moi dès qu'ils ont eu ces 2 emplois. Ils ont eu leur autorisation, je dirais, par rapport pour rester sur le territoire. Et donc, ils sont venus vers moi pour qu'on trouve un logement. Et donc, ce couple s'est installé. Et là, j'ai un autre couple donc, qui travaille sur le secteur suite à notre aide, donc qui a aussi fait une demande de logement sur la commune de Barenton, qui a 3 enfants, pour rester sur la commune. Au niveau des accompagnements aussi, on a des bénévoles. Donc, on a la chance, on a un couple de bénévoles qui est installé à côté de Coalia et qui a noué rapidement des liens avec cette association. Et donc, ils les aident beaucoup sur la partie administrative. Donc, il y a bien sûr des assistants sociaux qui interviennent pour les aider, mais les assistants sociaux sont présents que la journée. Et puis, voilà, les résidents peuvent avoir quand même beaucoup de demandes et les assistants sociaux ne peuvent pas répondre à tout. Donc, ce couple les aide beaucoup sur la partie administrative. Et la femme aide aussi tous les enfants sur la partie scolaire. Donc, ça veut dire que tous les soirs, de 17h à 20h, elle est présente dans une salle sur le site et elle aide les enfants à faire leurs devoirs ou à apprendre le français. Donc, c'est vrai que sans ces 2 bénévoles, ça serait quand même assez compliqué. Après, au niveau des familles ukrainiennes,
Donc, pareil, on les a accompagnés au niveau de la commune pour leur aider à trouver du travail. Donc, on a trouvé du travail pour 2 personnes et dont la maman que nous avons embauchée à la commune en tant qu'ATSEM. Donc, ça, voilà, c'était un petit peu compliqué au début avec la langue, mais forcément, au fil du temps, elle commence à parler plutôt bien français. Donc, ça se passe très bien au niveau de l'école. Et on a une association qui est sur une commune voisine qui vient leur donner des cours de français 2 jours par semaine, donc sur la commune de Barenton. Donc, pareil, bénévolement. Voilà, pour les aider, parce que comme on a pu l'entendre tout à l'heure, la première chose la plus importante, c'est d'apprendre le français pour pouvoir trouver un emploi. Moi, j'ai sollicité des entreprises et la remarque souvent, c'est est-ce qu'ils parlent français? Bon, dans certains cas, ça pose pas de souci, mais dans certains cas, la priorité, c'est qu'ils sachent lire au moins le français, parce que s'ils travaillent sur des machines avec des automates, ils ont besoin de comprendre voilà, comment ça fonctionne. Donc voilà un petit peu comment les accompagner. Après, c'est vrai que nous, la commune, on s'est surtout investi sur les familles ukrainiennes, parce qu'eux, ils sont arrivés. Alors, ils ont eu des autorisations de travail très rapidement. Par contre, avec 0 accompagnement, c'est-à-dire que là, il n'y a pas d'assistants sociaux. Donc là, c'est la commune, c'est les agents qui réalisent toute la logistique, qui les transportent, qui les emmènent faire les courses, qui les accompagnent sur la partie administrative. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt investi. Et puis, pour terminer, le côté très positif, c'est que on se crée des nouveaux amis. Voilà, donc les Ukrainiens, c'est vrai qu'on est très proche d'eux. C'est vraiment devenu nos amis. On a découvert d'autres cultures et voilà, on passe de bons moments. On a découvert d'autres personnes. Voilà, donc malgré qu'il y ait la guerre, il y a quand même un côté positif à la sortie, c'est qu'on rencontre des belles personnes qui viennent de l'extérieur. Merci pour cette belle note de fin. Je propose du coup de faire mon raté initial, d'en faire plutôt quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on va permettre à Léa d'intervenir et pour ensuite prendre les questions à l'issue de vos 2 interventions. En tout cas, ça illustre parfaitement les différents propos qui avaient été portés. Donc, je donne la parole à Léa Hénon-Baron, qui est co-directrice de l'ANVITA, et que l'idée, c'est de pouvoir avoir un premier état des lieux de qu'est-ce que l'ANVITA et quelles sont les missions que vous portez. Bonjour, merci à toutes et à tous et merci pour l'invitation. L'ANVITA, c'est l'Association nationale des villes et territoires accueillants, donc un réseau de collectivités territoriales et d'élus engagés autour de la question de l'accueil inconditionnel, donc l'accueil de toute personne, peu importe son origine, sa nationalité, son statut administratif, etc. C'est l'accès aux services et aux droits des personnes. On est un réseau de collectivités qui a été créé en 2018 à l'initiative de l'ancien maire de Grande-Synthe, avec les questions de migration qui passaient pour aller en Angleterre et donc des situations d'encampement qu'il y avait et donc le besoin de répondre aux besoins des personnes. Et puis rapidement, il y a eu une convention sur les migrations en 2018 qui ont eu, un des constats de cette convention, c'était qu'il y avait plein de collectivités territoriales qui agissaient, et on en a des exemples aujourd'hui aussi, et qui avaient besoin pour beaucoup d'échanger entre collectivités pour se renforcer, pour avoir des retours d'expérience, d'une part, et puis aussi qu'il y avait aussi un besoin de faire remonter les enjeux du territoire, les éventuelles difficultés vers le national, donc un besoin de coordination. Donc, il y a eu 9 collectivités qui ont fondé l'ANVITA et aujourd'hui, donc, on représente un réseau de un peu plus de 75 collectivités, autant de très petite taille. On a le village d'Osselon avec 14 habitants dans la Drôme et ça va jusqu'à Paris, la plus grande ville. Et puis ensuite, on a des métropoles, des départements, des régions. Donc, c'est assez divers. Et voilà. Et donc, en se structurant, nous, l'équipe salariée du réseau, en se structurant, on a orienté les missions du réseau en fonction des besoins des collectivités. Et donc, on a réparti ça en 4 grands axes d'action. D'une part, on anime le réseau, donc on met en lien, c'est vraiment la question de mutualiser les pratiques, les expériences de chacun. Donc, ça passe par des groupes de travail, par des temps d'échange, par des temps
régionaux, thématiques. Enfin, voilà, il y a toute une pluralité de temps vraiment d'échanges et de faire vivre les liens entre les territoires. Il y a tout un pan plus comment on capitalise sur ce qui est échangé. Donc, on va créer de la ressource, des outils pour les collectivités. Je vais partager dans le chat, par exemple, ce qu'on produit chaque année, qui est du coup le guide pour une France accueillante, où on collecte, on met en lumière un peu tout ce qui se passe partout dans les territoires membres de l'Invita et aussi ailleurs, un peu des inspirations hors réseau en France et hors réseau à l'international. Voilà, on essaie de créer des guides. Là, on a sorti un guide autour des outils juridiques à disposition des collectivités territoriales pour accueillir les personnes, etc. Et puis ensuite, on a une troisième mission qui est davantage sur les questions d'accompagner, de fédérer aussi les territoires. Donc, l'accompagnement, ça passe par, on propose des formations, on propose des diagnostics territoriaux, enfin, on essaye de diversifier des offres vraiment à chaque fois en fonction des besoins des territoires. Et ça va jusqu'à des opportunités aussi de travailler sur de l'expérimentation avec des territoires qui souhaitent mettre en œuvre une politique publique, un dispositif et qui auraient besoin d'accompagnement. Et donc, toujours dans cette mission-là, de pouvoir ensuite fédérer, parce qu'on travaille beaucoup avec beaucoup d'associations partenaires qui ont des expertises diverses et variées sur plein de thématiques, l'hébergement, l'éducation, etc. On travaille beaucoup en partenariat. Et enfin, la dernière mission qui est plutôt autour du plaidoyer, où on travaille sur la question de l'accueil inconditionnel au niveau national, sur des campagnes de communication pour changer de discours sur l'immigration. Voilà. Merci pour cet exposé. Peut-être plus spécifiquement en lien avec notre thématique sur les actions en lien avec la ruralité. Qu'est-ce que vous proposez et qu'est-ce que vous allez proposer très bientôt? Par rapport à la ruralité, donc encore une fois, du fait qu'on soit assez naissant, c'est une thématique qu'on a toujours eu à cœur et puis qu'on a voulu tout doucement, on a voulu s'approcher de cette thématique-là, et ça va être celle qu'on va mettre au cœur de l'année en 2023, mais pour autant, on avait quand même déjà travaillé sur cette échelle-là. Au sein d'un consortium dans lequel on est au niveau international, on avait envoyé une volontaire pendant 6 mois au Vigan, un village dans les Cévennes, mais finalement elle a beaucoup travaillé sur la communauté de communes, et donc du coup l'idée c'était d'aller voir les dynamiques qui se créent entre villes et associations, ce point de rencontre entre les deux, et de voir quelles pratiques qui émergeaient pour pouvoir montrer que l'accueil digne, etc., l'accès aux droits des personnes peut être favorisé grâce à ces acteurs locaux. Donc, pareil, je vous partage le panorama qui a été fait de ce territoire rural. On a beaucoup travaillé avec les États généraux des migrations, donc à pouvoir aller créer des outils sur les territoires, etc. On a été en lien avec plusieurs dynamiques de coordination dont je pourrais reparler dans les pratiques inspirantes, toujours sur l'échelle petite ville ruralité. Et tout doucement, ça nous a amené donc au fait de, comme je vous disais, on a des groupes de travail, d'échange au sein du réseau. Et cette année, sur les thématiques qu'on voulait aborder, on en a consacré à la ruralité. Donc, il va commencer le 16 mars prochain. Et on l'a travaillé en amont, du coup, avec nos territoires ruraux. L'Invita, du coup, sur les 75 membres, il y a à peu près entre 20 et 25 collectivités qui sont moins de 10 000 habitants. Donc, du coup, on a travaillé avec tous les volontaires en amont à ordonner ce groupe de travail, avec, donc, du coup, nous, les points de vigilance qu'on souhaite apporter en termes de travail sur les zones rurales, c'est la question d'éviter tout ce qui pourrait être discours utilitariste, migration imposée, etc., et que ce soit vraiment un choix des personnes, et que au-delà de l'envie de s'installer sur ces territoires, qu'on puisse avoir des politiques qui puissent accompagner ces installations-là en termes d'accès aux services publics, etc. Donc, c'est un peu les préoccupations autour de ce groupe de travail. Merci Léa. Peut-être très rapidement, si tu devais choisir une initiative inspirante que tu voudrais partager aux participants aujourd'hui. Du coup, juste peut-être
enfin, il y a pas mal d'enjeux sur les territoires. Nous, là, ce groupe de travail, il y aura 3 angles. Une, ce sera la question de la coordination entre les acteurs à l'échelle d'un département ou d'une communauté de communes, entre les villes un peu plutôt en zone urbaine et les villes en zone rurale. Donc, ça va être la première thématique. La deuxième, ça va être la question de l'emploi et de la mobilité, qui est un enjeu qui revient beaucoup dans les zones rurales. Et un troisième enjeu aussi qui revient beaucoup, c'est l'hébergement-logement. Et donc, du coup, je vous avais préparé pas mal de pratiques. Si je devrais en choisir une, parce que je pense qu'il y a enfin, je pense à justement terreaux locaux, etc. Mais peut-être que sur cette question de la coordination des acteurs, qui est quelque chose qu'on voit assez naissant. Nous, on travaille en lien enfin, il y a une dynamique intéressante en Ille-et-Vilaine où les acteurs associatifs avec les élus du territoire en Ille-et-Vilaine ont voulu travailler de pair entre la Rennes Métropole et la ville de Rennes, avec les territoires un peu plus éloignés, pour pouvoir répartir l'accueil en fonction des besoins des personnes, avec tous ces enjeux-là de mobilité, d'accès au travail, etc. Donc, si je devais en choisir une, je dirais ça. Et peut-être vous dire aussi qu'il y a des territoires qui ont la question de l'hospitalité comme revendication et comme histoire, etc. Et je dirais que ce qui est assez symbolique dans les petits territoires où souvent c'est à la taille humaine, il y a des cérémonies d'accueil et des cérémonies de parrainage républicain qui s'organisent, où du coup des élus deviennent parrains et marraines des nouveaux arrivants. Et voilà, en termes de symbolique et puis d'accompagnement, c'est souvent quelque chose qui plaît, et parfois qui peut être aussi efficace pour appuyer les personnes en tant que justifier leur ancrage sur un territoire et accéder à des papiers, etc. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vois une question écrite pour Léa sur la question des groupes de travail, à savoir s'ils sont ouverts à toute commune qui pourrait être intéressée, ou c'est spécifiquement pour les membres de l'ANVITA. Non, c'est ouvert. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ouvert. Même plus largement, on peut. Enfin, souvent c'est un dialogue entre collectivités, parce que c'est des préoccupations peut-être collectivités, mais souvent il y a quand même un gros lien avec les acteurs associatifs. Donc voilà, pas hésiter. Je peux mettre mon contact dans le chat, et pas hésiter à nous contacter si ça vous intéresse. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de rendre la parole à Thibaut pour la conclusion de ce café de campagne? Sachant que n'hésitez pas à ouvrir votre micro, parce qu'encore une fois, je ne vois pas. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, Thibaut, je crois que tu as la parole pour conclure. Merci beaucoup. Merci Marélie, en tous les cas, pour l'animation de ce café de campagne. Merci à tous les intervenants, à Pierre, à Marie, à Stéphane, chers collègues. En tous les cas, bravo pour cette initiative. Merci à Léa également. Voilà, ça nous montre bien l'étendue des initiatives. Et comme on le dit souvent, incite les territoires ruraux sont innovants et à tous les sens du terme, y compris sur cette thématique-là. Donc, ça fait du bien d'entendre ça. Et c'est autre chose que tous les souffles un peu nauséabonds que l'on entend trop souvent dans notre société. Les peurs de l'autre, les incompréhensions, les refus, les égoïsmes divers et variés. Eh bien là, on fait œuvre de responsabilité et de solidarité et d'écoute. Et ma foi, c'est à la hauteur de la société à laquelle nous aspirons toutes et tous les uns les autres. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir participé à ce café de campagne. Vous avez été assez nombreux. Le prochain café de campagne traitera la question la question des petites villes de demain. Ces bourgs-centres qui sont dans nos territoires ruraux. Alors, peut-être le 23 mars, mais on doit encore caler les choses. En tous les cas, voilà, je vous invite à y participer. Voilà, ce maillage territorial, comment il fonctionne, comment ces bourgs-centres peuvent rayonner et faire vivre aussi les territoires beaucoup plus ruraux, plus isolés. Ils ont une responsabilité, ils sont confrontés aussi à de multiples difficultés. On traitera cette question-là tous ensemble en partenariat au mois de mars, toujours avec la LCT, bien entendu, mais aussi avec le magazine Village Magazine, voilà, qui est un de nos partenaires. En tous les cas, j'ai été très heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui. Un grand merci. Passez une bonne fin de journée. Faites attention à vous et vive une ruralité ouverte, généreuse et solidaire.
À très bientôt.